Joël Mignot, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, ça me fait plaisir de t'accueillir dans cette série de l'année sur les interviews de l'espoir. Depuis qu'on a commencé, j'ai reçu des soignants, j'ai reçu une ou deux personnes qui ne sont pas des soignants, qui nous ont amené leur approche. Tu fais partie des soignants et tu fais en même temps partie de ceux qui consacrent du temps à la pensée, à la liberté de la pensée et à la liberté de la vie dans toute sa globalité, qu'elle soit physique, sexuelle et mentale. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que tu sois avec nous. La CCH aborde ça depuis un moment. On a parlé du consentement, on a parlé du pouvoir. Pour toi, qu'est-ce que ça symbolise, le mot espoir, dans la vie? Alors, j'aurais envie déjà de répondre que pour moi, l'espoir, c'est la vie. C'est la définition même de l'élan vital. Il y a une phrase que j'aimerais bien, par laquelle j'aimerais bien commencer. C'est une phrase de Pablo Neruda qui nous dit, tu pourras couper toutes les fleurs, mais tu ne pourras jamais empêcher le printemps de revenir. Voilà, pour moi, c'est l'espoir, c'est le renouveau, bien sûr, c'est dit aussi dans cette phrase, mais c'est aussi la temporalité. Alors, on va certainement en parler, c'est vraiment c'est même d'ailleurs la définition, c'est dans la définition étymologique du mot espoir. Je ne sais pas si euh, vous en avez déjà parlé dans les différentes conférences, mais ça vient de la racine sperare, de la racine latine sperare, qui se définit comme une attente confiante. Donc on a à la fois la notion, dans le mot espoir, la notion de l'attente, donc du temps, puisque dans l'attente, il y a effectivement une dimension du temps qui s'égrène, et puis relié à ce temps qui s'égrène, la notion de confiance dans l'avenir, puisque dans l'espoir, il y a quand même une notion de regarder devant. Et c'est dans la définition étymologique, dans la racine étymologique même du mot espoir. D'accord. Voilà. Donc, ça me semblait important de repartir peut-être un peu de ces bases, parce que finalement, on en a tous et toute une représentation, avec évidemment sans doute des représentations très très différentes et très subjectives, mais il y a aussi cette base au départ qui relie aussi à la notion de confiance qu'on retrouve aussi bien sûr dans la relation de soins, hein. Donc, c'est pour ça que je pense que l'espoir fait partie à la fois de l'élan vital, du processus thérapeutique et de la relation. D'accord. Donc, tu mets tout dedans. Quand on a abordé le mot espoir, oui, la temporalité est venue. Le mot attente, bien sûr, est venu. Il peut être très dérangeant pour certains, je l'ai bien entendu. Et quand il est trop dérangeant, ben, finalement, on se met en dehors. C'est ce qu'on a fait avec Margali, qui a préféré être là sans s'occuper de ce qu'il peut y avoir après, puisqu'on n'a pas du tout cette vision. Donc c'est intéressant. Et puis, dans ce que tu nous dis là, tu amènes quelque chose qui, par définition, ne s'arrête pas, puisque tu parles du renouveau, c'est-à-dire ce printemps qui revient, voilà, immuablement. Exactement. L'attente du renouveau qui revient. Oui, 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 oui. Et alors, effectivement, on peut parler du cycle des saisons. C'est une belle métaphore, hein, qu'on utilise d'ailleurs en hypnose assez fréquemment. Et quand on fait vivre à nos patients ce cycle des saisons dans certaines séances, eh bien, on leur fait travailler cette dimension de l'espoir aussi, hein, qui est vivant et qui prend différentes formes suivant les saisons. Alors Et là, tu vois, tu nous dis ça, donc ça va être évidemment le basculement sur la question d'après, c'est-à-dire pour toi, que représente l'espoir dans le soin? Et là, je vais dire que tu as un travail qui est particulièrement orienté sur la sexualité et que naturellement, une personne qui vient te voir avec l'espoir de pouvoir continuer à vivre quelque chose ou de retrouver quelque chose qu'elle a pu connaître, est-ce que tu trouves que là, la notion d'espoir, est la même que celle de tout à l'heure? Est-ce que ça veut dire je veux continuer à vivre finalement, que ce renouveau perpétuel soit toujours là? Qu'est-ce que tu en penses? alors, c'est vrai que c'est un renouveau se base aussi sur une expérience.
Alors, il y a aussi la notion du désir, hein, qui est extrêmement importante dans la définition de l'espoir. Mais je ne sais pas si c'est déjà la deuxième question autour du soin, mais On est dedans, oui, 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 oui. je peux aller vers enfin, ma représentation de l'espoir dans le soin, évidemment. Moi, je pense qu'il y a trois piliers plus un dans l'espoir dans le soin. Le premier, c'est le mouvement, et c'est le mouvement du désir. Et le mouvement du désir, on le voit à travers la demande des patients. Si on se met sur un plan beaucoup plus concret, beaucoup plus, je dirais, technique ou clinique, eh bien, ce mouvement du désir qui les pousse à venir dans un cabinet pour traiter une difficulté, un problème ou une demande, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est quand même un mouvement du désir et qui est porté. Cet espoir est porté par ce désir. Alors, c'est le désir parfois d'aller mieux, de résoudre le symptôme. Il y a plusieurs degrés, bien entendu, dans ce désir-là, hein. Ça peut être le désir parfois, pour nous, les psychologues, on a aussi des patients qui viennent simplement parce qu'ils veulent faire une démarche personnelle, un travail sur eux-mêmes. Donc voilà, il y a, quand on a des personnes qui viennent pour une douleur ou des douleurs chroniques, par exemple, ils veulent évidemment régler leurs problèmes et avoir moins mal. C'est aussi toute la dynamique du désir qui est derrière. Donc c'est déjà un mouvement. Le premier pilier, je trouve, de l'espoir dans le soin, c'est le mouvement du désir. Et c'est cette nécessité aussi d'être animé pour rebondir. Parce que dans l'espoir, il y a aussi, pour moi, une représentation de bon, peut-être, on pourrait avoir métaphoriquement la représentation, je ne sais pas, d'un ballon qui rebondit et Kierkegaard, qui est un philosophe que je connais bien parce que j'ai fait, moi, mon DEA sur Kierkegaard, donc c'est quelqu'un de philo, hein, quand j'ai fait philo. Et il parle du saut qualitatif. Et c'est exactement ça qui se passe finalement dans une thérapie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, même si on travaille sur le somatique, c'est qu'on fait des sauts, hein, et puis on avance comme ça ensemble. Donc ça, c'est le premier point, le mouvement. Le deuxième, c'est la confiance. Alors on en parle beaucoup de la confiance, et notamment quand on fait de l'hypnose, mais pas seulement. C'est aussi la confiance dans le praticien qu'on choisit, euh, c'est la confiance éventuellement dans le traitement qui est proposé. Même si c'est un médicament qui est proposé, ben, il y a quand même une dimension de la confiance dans le médicament, même si c'est dans certains cas des médicaments qui peuvent aussi avoir des effets secondaires, dans les cas par exemple de traitement de cancer, etc. Mais cette confiance, elle est fondamentale. On sait que c'est quand même un des enfin, une des articulations fondamentales alors on va dire peut-être du mieux-être, voire de la guérison, hein, parce qu'il y a aussi des degrés. Donc ça, ce serait le deuxième pilier. Le troisième pilier, pour moi, c'est le moteur, c'est la locomotive. Donc il faut une locomotive. Et cette locomotive, alors on a parlé du désir, on a parlé de la confiance, mais la locomotive, c'est aussi avoir envie de continuer à vivre, avoir envie de continuer à avoir un, un mode de vie et un bien-être qui permet d'accéder aussi à des zones de confort, à des zones de plaisir, à un mieux-être plus global dans la vie. Donc voilà, donc là, il y a ce moteur qui est, à mon avis, un moteur qui serait extrêmement important de déterminer aussi avec les patients qu'est-ce qui les propulse aussi dans dans la, dans la thérapie ou dans la façon d'être traité finalement, hein. Même si effectivement ça s'appuie aussi sur la confiance et la relation de confiance entre le thérapeute et le patient, quel que soit le thérapeute. Ce que tu dis là, Joël, pour expliquer le troisième pilier, est-ce que tu fais allusion à l'engagement? Alors, tout à fait. Ça fait partie, l'engagement en fait partie, c'est-à-dire l'engagement dans le traitement, l'engagement dans la relation. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on voit à travers, par exemple, l'idée du patient expert et puis même aussi de l'éducation thérapeutique, comment la médecine est en train d'évoluer, hein. Alors, on essaye de la faire évoluer encore plus par toutes ces dimensions intégratives qu'on Hmm. Hmm. connaît
bien. Mais c'est vrai aussi que dans l'intégrativité, il y a aussi le moteur qui est lui-même le patient dans son propre traitement. Hmm. Ça, c'est le troisième pilier, à mon avis, de cette articulation entre l'espoir et le soin. Et puis, il y a un quatrième pilier qui est un peu mystérieux, qu'on ne voit peut-être pas toujours, mais qui est aussi présent et sur lequel on peut aussi s'appuyer, c'est l'énergie. C'est l'énergie qu'on va mettre dans le type d'énergie qu'on va mettre dans cet espoir d'avancer, dans cet espoir pour aller mieux, et donc effectivement dans le processus lui-même de transformation. Parce que l'énergie, c'est aussi la mise en route de la transformation, comme c'est toute la définition de l'énergie, même l'énergie qu'on utilise pour se chauffer, on transforme quelque chose en autre chose. Mhm. La transformation, elle passe par une dimension d'énergie. Donc voilà, donc je dirais trois piliers plus un qui est peut-être moins visible, et avec lequel il faut être aussi peut-être un peu prudent, parce qu'il y a aussi toute une vision de la médecine énergétique. Ça existe aussi, puisqu'on sait bien qu'en Orient, par exemple, la question de l'énergie, elle est fondamentale en médecine chinoise, etc. Donc, elle est moins présente dans nos médecines, dans nos processus thérapeutiques occidentaux. Mais on sait que tout ça, maintenant, ça commence un peu à se croiser, à se tisser, etc. Donc voilà, je verrais ces quatre piliers-là: mouvement, confiance, moteur, donc dynamique et énergie. Et c'est ce qui fait pour moi le, vraiment le lien entre l'espoir et le soin, quel que soit ce soin. D'accord. C'est très clair, c'est bien. Alors on arrive dans la question d'après qui va faire suite très logiquement parce que tu viens de parler d'énergie. Ça peut faire penser à d'autres approches, ça peut faire penser à une approche avec de la spiritualité, par exemple. Donc que penses-tu, toi, de cette association ou pas entre espoir et espérance? Ah, alors ça, j'y ai beaucoup réfléchi. Euh, alors, il y a ce que j'en pense et ce que j'en ai aussi un peu lu dans mes recherches, parce que évidemment, j'ai un peu préparé quand même cette conférence, je ne le cache pas. Mais il y a aussi ce que... Bon, je vais commencer par ce qui m'est venu comme ça spontanément. Donc pour moi, l'espoir, c'est quelque chose d'assez concret, avec un but en général qui est assez déterminé et voilà, c'est bon, j'ai dit que c'était quelque chose de dynamique, mais voilà, ça reste quand même dans une forme, on va dire, d'immanence, si on veut utiliser des mots un peu philosophiques. L'espérance, ça implique la transcendance. C'est d'ailleurs la définition même de l'espérance. L'espérance, il faut quand même reconnaître, quand on fait des recherches, que c'est d'abord un concept chrétien. Donc c'est biblique, il y a des versets entiers de la Bible, notamment dans certains livres de la Bible, notamment Corinthiens. Alors je n'ai plus exactement les références, mais je pourrais vous les retrouver, où on retrouve des phrases entières sur l'espérance. Et puis surtout Saint Paul, qui a beaucoup travaillé sur l'espérance, et notamment en la reliant à deux autres vertus, qui sont la foi et la charité. Alors on entend charité comme amour, hein, on peut y mettre ce qu'on veut, évidemment. Donc, ces trois vertus, qui sont des vertus, si on les prend comme ça, très chrétiennes, finalement, peuvent être aussi lues autrement. Elles ne sont pas forcément liées à une croyance en Dieu voilà. Mais en tout cas, dans l'espérance, il y a un lien avec la foi, donc avec le fait de croire. Croire en quoi? Ben ça, chacun y met ce qu'il veut dans cette croyance, hein, et dans le fait aussi d'aimer. Donc, l'articulation avec l'espérance, enfin, l'espérance n'est jamais seule. Elle est toujours en lien avec deux autres voies qui sont la foi et la charité, si on reprend les mots exacts de Saint Paul. Voilà. Alors après, on n'a pas tous comment dirais-je, des références chrétiennes, hein, ça c'est sûr, même si on est dans une société plutôt judéo-chrétienne, mais bon, Oui. après, et ça n'a rien à voir avec la croyance en Dieu
enfin, c'est un mot voilà, qu'on peut utiliser si on est croyant, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. C'est aussi plutôt une vision de la vie, en fait, qui est, qui me semble moins important. Donc là, je fais une grosse différence entre l'espoir et l'espérance. Dans l'espérance, il y a une dimension spirituelle qui nous élève. Alors, est-ce que tu penses, Joël, qu'un patient qui va exprimer sa recherche d'espérance et qui va amener un thérapeute à venir l'accompagner dans cette recherche-là, va pouvoir se sentir compris si le thérapeute pense espoir, sans du tout entendre qu'il puisse y avoir une demande d'espérance. Est-ce que Alors, ça peut créer quelque chose peut-être qui va être un véritable schisme entre l'un et l'autre? et ça dépendra vraiment, je dirais, d'abord à la fois de l'histoire du patient et de la disponibilité du thérapeute à se mettre au niveau de pensée, de réflexion, voilà, du patient. Évidemment, il ne s'agit pas je dirais, c'est même, les mots, évidemment, sont très importants. Et je pense que pour certains patients, parler d'espérance, ça peut peut-être même les bousculer. Parler d'espoir, c'est plus facile, hein, forcément. Alors, je voudrais citer deux choses par rapport à l'espoir et l'espérance, et c'est surtout des représentations. Pour moi, l'espoir, si j'essaie de me le représenter, c'est l'homme qui marche de Giacometti. Donc, c'est cet homme, effectivement, qui est très, tout le monde connaît, enfin, en principe, on en a une représentation assez facile. C'est cette sculpture, hein, qui est en bronze, et cet homme qui est très fin, très élancé, et qui marche, mais qui a aussi les pieds sur terre, de façon très ancrée, et qui fait ce pas en avant. Voilà, pour moi, ça, c'est l'espoir. Et puis, pour l'espérance, j'ai une autre représentation qui est un tableau d'un peintre qui s'appelle d'ailleurs, ce tableau s'appelle Hope, hein, c'est un peintre anglais, et le peintre s'appelle Watts. Et je vais vous le décrire très brièvement. On voit une jeune femme qui est un peu, qui a les yeux bandés, donc voilà, et qui est pliée, qui est recourbée, et elle a au-dessus d'elle une lyre. Et à cette lyre, il n'y a qu'une seule corde, très fine. Et cette corde, elle est reliée à une étoile. Donc, dans ce tableau que je pourrais éventuellement montrer si c'est possible, enfin, en tout cas, je le garde à disposition de ceux et celles qui voudront le voir, on voit bien à la fois la fragilité par cette corde unique qui effectivement relie à quelque chose de plus haut, une toute petite étoile qui est à peine visible dans le tableau, mais qui fait que on est, et évidemment, le fait qu'elle ait les yeux bandés montre aussi bien des choses, on peut en faire plein d'interprétations. Euh, et le lien entre effectivement l'étoile et le fait d'être entre l'ombre et la lumière, voilà, le fait de ne rien voir avec les yeux bandés et d'être relié à cette étoile qui est au-dessus de sa tête. Donc voilà, c'est ça pour moi l'espérance. Donc c'est un paradoxe aussi. Il y a une dimension paradoxale. Et d'ailleurs, on parle, alors pour revenir à des choses plus concrètes, ou peut-être moins dans mes représentations personnelles, on parle d'espérance de vie. On parle pas d'espoir de vie hein, quand on parle techniquement, finalement. Quelle espérance de vie? Il suffit C'est vrai. d'aller C'est vrai. n'importe quel tableau tableau où on décrit des symptômes sur, par exemple, une maladie grave, et avec les espérances de vie, ben, on voit qu'il y a des espérances de vie qui sont liées à un certain nombre de grades, de degrés, etc. etc. C'est très codé, enfin, ça, tout le monde connaît ça. Surtout, par exemple, face à des maladies graves comme le cancer, etc. On sait on peut parler d'espérance de vie. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Oui, alors c'est intéressant. Là, ça nous amène très loin parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de l'espoir en disant c'est la vie, c'est vivre. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ce que nous disait Alain Dejour dans une conférence. Et il dit tant qu'on a ce bout de vie, on le prend, on a de l'espoir et l'espoir nourrit l'envie de continuer à vivre. Quand tu parles de l'espérance, en donnant cette image qu'on a bien représentée dans ce que tu viens de nous dire, on voit deux choses dedans. On voit que dans ce tableau de l'espérance, il y a de l'espoir
l'espoir que la corde tienne, que cette corde suffise à maintenir le lien. Et en même temps, on voit que dans ces yeux fermés, on s'en réfère justement à cette croyance en quelque chose qui puisse venir nous aider, qu'on n'entend pas dans l'espoir. Donc, l'espoir, peut-être, si je t'écoute bien, ferait allusion à la confiance Oui, en un thérapeute, en des soins, en un protocole, et dans l'espérance, on s'en réfère à une croyance complètement différente. Ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit tout à l'heure, tu reprends des mots que j'ai entendus avec Patrick Lelon, c'est le fait de dire, et même avec Marc, c'est tu m'as répondu, peu importe la culture du soignant et du soigné, l'important c'est qu'il y ait une écoute et qu'on soit à l'écoute et au niveau de l'écoute de ce que le patient veut nous dire. Il peut nous parler d'espérance, mais il faut qu'on comprenne qu'il nous parle d'espérance. C'est ça que tu nous as dit. on sait bien aussi que alors, la culture, l'imprégnation spirituelle ou non, parce que voilà, on a affaire à toutes sortes de patients, soit qui sont engagés spirituellement et d'autres qui ne sont pas du tout, qui sont, voilà. Donc, notre rôle n'est pas d'imposer évidemment notre propre représentation de l'espérance. Encore une fois, j'ai insisté sur le fait que c'était quand même un concept chrétien dans sa définition, mais et bien entendu, on est là pour s'adapter aux patients, même si ce sont des patients qui ont soit une autre spiritualité, soit qui n'en ont pas du tout. Donc voilà. Et le mot espérance peut être pour certains un peu incompréhensible, probablement. Le mot espoir est peut-être plus adapté, hein. Sauf que quand même, c'est assez intéressant de voir que en médecine ou enfin dans le langage courant, on parle d'espérance de vie. Et bien sûr, mais oui, c'est vrai. Tu es la première qui l'évoque hein, dans les interviews. Tu as raison, c'est vrai. Alors, est-ce que pour toi, Joël, l'espoir, il joue le même rôle, côté soignant et côté soigné? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aurais une réponse qui est liée à probablement aussi à ma première imprégnation. C'est Dolto, alors bon, on l'aime ou on l'aime pas, peu importe, mais c'est Dolto qui disait que finalement, quand même, notre rôle de thérapeute, c'était de vouloir le bien de l'autre. Donc, c'est quand même ça. Alors, on peut en discuter dans les définitions sur la relation d'aide et de ce que ça veut dire que d'aider, etc., etc., parce qu'il faut être très prudent par rapport à tout ça. Et effectivement, souvent, il peut y avoir comment dirais-je, des bases ou euh, des intentions qui ne sont pas forcément aussi louables qu'on pourrait le penser. Mais il n'empêche quand même que vouloir le bien pour l'autre, c'est quand même notre rôle. Alors, on peut voir le bien pour l'autre en essayant de donner un traitement le plus adapté et le plus juste pour ce patient-là. Ça peut être pour, par exemple, les médecins qui prescrivent, etc. Ça peut être pour le psy ou le thérapeute d'utiliser telle ou telle méthode plus adaptée à ce. Enfin, voilà, c'est le fait de pouvoir aussi euh, adapter à l'autre la façon dont on va essayer de le faire cheminer, de le faire progresser, et surtout qu'il aille mieux. Donc, voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre voilà, de ce bien pour l'autre qui me semble important. Alors, à l'intérieur de ça, il y a forcément un espoir. Parce que si le thérapeute n'a pas d'espoir pour l'autre, ça peut être un peu compliqué, même si moi qui fais des thérapies de couple, donc parfois j'en ai deux, bien sûr, très souvent d'ailleurs, deux personnes devant moi, et on se rend compte que bah, parfois, l'espoir, il faut aller le chercher loin hein, pour se dire que ce couple va pouvoir éventuellement, s'ils consultent, c'est qu'ils ont envie bah, de trouver des solutions, mais parfois c'est très, très, très complexe. Donc on est soi-même en tant que thérapeute aussi décontenancé par rapport à cette notion d'espoir. Mais malgré tout, c'est quand même le mouvement principal, c'est celui-là. Alors après, le patient, que lui, il soit dans ce mouvement d'espoir, ça me semble logique à partir de la demande, à partir du moment où il y a une demande et une démarche,
porteur d'espoir quand même. Voilà. Alors si je vais plus loin dans ce que tu viens de dire, on a des thérapeutes qui vont entendre une demande, ils répondent avec leur conscience, avec leur position, leur place, mais sans évoquer du tout l'espoir, en disant je suis là pour entendre, répondre, proposer. Penses-tu à ce moment-là que ça va être un obstacle pour que le lien se fasse? Est-ce que ça pourrait être aussi une protection pour ne pas engager quelque chose que le soignant craint de ne pas pouvoir atteindre? Et on Oui, est un petit peu en basculement avec la question d'après sur la peur d'évoquer l'espoir. oui, c'est toute la discussion qu'on peut avoir parfois sur certaines approches même de l'hypnose, où on ne fait rien, enfin, où il y aurait cette idée que moins on fait et plus c'est thérapeutique. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée-là. Enfin, je pense qu'on fait ensemble. Alors, je crois que à mon avis, la porte de sortie de cela, c'est pas qu'il faut faire ou proposer ou ne pas faire et ne pas proposer, c'est pas la question. C'est d'avoir l'idée de créer ensemble quelque chose. Et je crois que l'idée de création et d'invention fait partie aussi du processus thérapeutique. Si on crée quelque chose ensemble, quel que soit cet espace, que ce soit parfois même un espace où il peut y avoir aussi de l'agressivité, parfois ça arrive quand même aussi que ce ne soit pas forcément toujours très positif, parce que ben voilà, on reçoit aussi des choses qui peuvent aussi nous toucher, nous bousculer, etc. Et puis parfois, il y a aussi des patients voilà, qui ont besoin aussi de projeter comme ça. Donc je pense que cet espace créatif, il est fondamental. La dimension créative, alors qu'on développe beaucoup en hypnose, mais je pense que c'est beaucoup plus large que simplement l'approche hypnotique. Et on voit bien comment les patients ils sont sensibles, comment ils peuvent être sensibles à une parole, parfois des paroles très très déplacées qu'ils ont pu entendre. Moi qui m'occupe de sexualité, j'ai parfois des patientes qui alors évidemment, on pourrait toujours se dire, est-ce que leur parole est juste ou pas, mais qui ont entendu des choses dans des consultations qui ont été très, très traumatisantes pour elles. Hein, voilà, avec, bon, on connaît aussi l'histoire des violences gynécologiques, enfin tout ça, il y a quand même des choses qui se passent aussi qui ne sont pas toujours créatives et positives. Mais l'idée quand même pour moi, pour sortir de ce dilemme de faire ou pas faire, parce que c'était ta question, je pense que c'est d'abord penser qu'on va inventer quelque chose. Donc, de toute façon, on va quand même faire. Parce que dès qu'on invente, on produit. Alors, on produit quoi? On produit des images, on produit des métaphores, on produit des émotions, on produit des ressentis corporels, on produit une ordonnance, il y a de la production hein, dans l'invention. Hein, mais c'est quand même un paysage qui se crée chaque fois de façon nouvelle. Moi, j'aime bien l'idée aussi de la métaphore du paysage dans le processus thérapeutique. Donc, le paysage, il s'invente au fur et à mesure. Parfois, il devient un peu désertique et puis parfois il est très foisonnant. On a aussi toutes sortes de paysages. Mais je crois que cette idée-là de création, c'est vraiment, quel que soit l'outil, et les outils qu'on utilise, parce qu'on utilise aussi des outils pour créer. Hein, donc, Donc là, voilà. ce que tu es en train de dire qui me paraît essentiel, c'est que tu rappelles qu'on invite le patient à s'installer avec nous dans une co-création d'un paysage où on remet de la vie. Voilà. C'est ça. Phrase de René Char sur l'espérance, on pourrait peut-être dire, parce il parle du verbe espérer, lui. Il dit espérer, c'est presque créer. Alors évidemment, dans cette phrase-là, qu'est-ce qui est important? C'est le mot presque. Hein. C'est presque créé. Espérer, c'est presque créer. C'est pas créer tout à fait, parce que peut-être que créer tout à fait, ce serait obtenir le résultat, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire, mais ça me semble intéressant de faire le lien entre les deux. Tu mettrais, toi, espérer entre espoir et espérance. D'abord, espérer, c'est le verbe, donc forcément, c'est un verbe actif. Donc forcément, là, on retrouve l'idée du moteur, de la dynamique, etc. Oui.
l'avancement dans le temps et de l'avancement dans l'espace, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est que parce que quand on se représente l'espoir ou l'espérance en dehors des représentations très, je dirais, concrètes que j'ai données, moi je me représente quand même le regard aussi qui va au loin. Je me représente l'horizon. Pour moi, espérer, c'est regarder l'horizon. D'accord. Oui, Alors dans l'horizon, ça dépend quel horizon on a en face de soi, hein. Effectivement, il y a parfois des horizons qui sont à court terme. Et ça, on le sait quand on a vécu euh, l'accompagnement, par exemple, d'êtres chers qui vont mourir. L'horizon, il est à court terme. Surtout si on vous annonce à l'avance euh, la fin probable. Alors, évidemment, l'espérance peut donner l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose derrière. Mais ça, c'est encore un autre Hmm. positionnement. Hmm. Alors, concrètement, on reçoit un patient, Ouais. l'actualité de la vie, de sa vie, de notre vie, de la vie tout court, nous amène à nous positionner avec tout ce qu'on peut ressentir et subir. Est-ce que pour toi, dans ce rapport aux soins, tout ce qui est autour peut être un obstacle à l'espoir ou fait partie justement d'un espoir qui va être beaucoup plus générique? Quand tu dis tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'environnement, Oui. Le contexte de vie, qu'il soit familial, qu'il soit sociétal, qu'il soit mondial, oui. travail, C'est ça. Guerre, menace de guerre, information. oui, oui, oui. Alors, bon, là, tu introduis l'idée, à mon avis, des freins à l'espoir, notamment l'anxiété. Ça pourrait être une Ça, anxiété. c'est ça. Ça peut être aussi le désespoir, parce qu'on parle de l'espoir, mais il existe le désespoir aussi. Donc, quand on en arrive au désespoir, c'est sûr qu'on est déjà dans un autre mouvement, dans un mouvement. Alors, est-ce que là, on peut opposer vie et mort? Peut-être. Peut-être que là, il y a quelque chose de l'ordre du mortifère qui vient s'introduire. Hmm. Et la mort, c'est pas notre destin. Donc, voilà. Mais c'est ce que j'entends dans ta question, c'est-à-dire Oui. ok, alors, il y a des degrés, parce que l'anxiété, bon, ben voilà, c'est un degré de s'inquiéter effectivement, du monde qui va pas bien, etc., etc. Et cetera. Et quel impact ça peut avoir sur nous, et quel impact ça peut avoir sur nos projets, et sur notre envie de continuer à vivre. Un exemple très, très concret, c'est la dénatalité. Alors là, je reviens plutôt à des choses un peu terre à terre, mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'il y a moins d'enfants quand même. Et qu'est-ce qui. Parce que c'est quand même. Là, ce sont des chiffres qui parlent, hein. On sait qu'il y a une dénatalité. Euh, bon, voilà. Ça veut dire quand même que les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, quelle que soit la façon dont ils les fabriquent ou qu'ils les ont, ben, renoncent. Donc, la question du renoncement, qui peut prendre une forme comme ça, un peu, je dirais, sociologique, mais c'est désespoir, renoncement, désespérance. Je crois qu'on ne peut pas parler de l'espoir et de l'espérance sans aussi regarder ce versant-là. Alors Jean-Marc Benayem, lui, il avait abordé son entretien en nous disant, on évoque, nous soignons plus facilement l'espoir face au désespoir. C'est comme ça qu'il avait abordé. Après, tu vois, je pense à des exemples de scènes où en visite médicale à l'hôpital, on entre dans une chambre, les actualités sont là, et on est en permanence entre ce basculement, la pathologie d'un patient qui est devant nous, ce patient avec sa pathologie et avec ses actualités qui peuvent même parfois évoquer un traitement qui va arriver mais qui n'est pas encore là. Donc quelque chose de compliqué, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'absoudre de ça? Je ne crois pas. Et est-ce qu'à ce moment-là, justement, c'est pas l'espérance qui vient prendre un peu le relais pour permettre de refaire le lien à l'espoir? Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Oui, hein, ça, là, tu parles de, si je comprends bien, de l'impact de ce qui peut venir de l'extérieur sur le mécanisme lui-même de l'espoir. Mhm.
au traitement. Et qui risque de conduire au renoncement. Voilà, oui. Voilà, c'est ça, qui pourrait venir mais qui n'est pas encore là. Enfin, c'est ce que j'entends. Et Hmm. surtout, évidemment, grave ou dans les maladies neurodégénératives, on entend. Puis la question de la science est centrale aussi, puisque finalement, bah, voilà, la recherche, la science, la question de la preuve aussi, hein, c'est aussi très, très intéressant, ça, le lien entre la preuve et l'espoir, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut avoir de l'espoir que quand il n'y a que de la preuve? C'est une vraie question, parce qu'on a été quand même beaucoup biberonné à la médecine, à l'evidence-based médecine, hein, quand même, hein. Enfin, un peu moins nous les psys, mais malgré tout, bon, alors, un peu moins maintenant aussi, ça évolue tout ça, puisqu'on repart sur des idées où la subjectivité reprend de la place, mais quand même. Donc, c'est vrai que cette question-là, alors, pour revenir à ce que tu disais sur ce que les patients peuvent intégrer et puis aussi transformer, parce que, après tout, on peut se dire, s'il y a cet espoir-là, pourquoi pas? Même si ce n'est pas vraiment de la réalité, même si la réalité n'est pas encore scientifiquement prouvée, etc., etc. Enfin voilà. Après tout, pourquoi pas? Hein, c'est pour ça qu'il y a une dimension énergétique, énergétique et vitale dans l'espoir. C'est pas seulement que du rationnel, bien loin de là. Et c'est aussi beaucoup d'irrationnel. Il faut l'accepter qu'il y ait de l'irrationnel. Alors, c'est peut-être pas forcément bien entendu par tout le monde, ça, j'en ai conscience, mais moi, je crois qu'il faut accepter qu'il y ait de l'irrationnel, il faut accepter qu'il y ait de l'incertitude. Antoine on parle beaucoup de l'incertitude, il a Oui, même. en sachant en plus, Joël, que quand on dit irrationnel, ça veut dire qu'il n'est pas rationnel dans mon schéma de la rationalité. C'est ça, D'accord. c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que c'est inventé. Hmm. Bah, on voit bien, ça, on le voit bien dans la difficulté des croisements entre, par exemple, les médecines occidentales et les médecines orientales, où il y Hmm. a quand même des visions euh, radicalement différentes à la base, finalement. Et ben, par exemple, dans la question de la prévention aussi, par rapport aux soins. Enfin, voilà. Euh, mais voilà, je crois que c'est cette dimension aussi qui nous accepter aussi que dans l'espoir, il y a quelque chose qui nous échappe. Oui, oui. Alors, tu vois, ça me fait rebondir sur des mots de Mauricio Neubern qui m'expliquait que chez eux au Brésil, lors d'un accouchement, on ouvre complètement la porte aux accouchements traditionnels avec des femmes qui amènent un apport traditionnel et ensuite on va l'étudier. Ça veut dire qu'on n'a pas fermé la porte à quelque chose qu'on pensait irrationnel. Naturellement, ils ne vont pas laisser faire quelque chose de dangereux. Donc finalement, on nourrit l'espoir également par nos cultures différentes et avec une partie qui peut paraître encore inconnue et qu'on va parfois appeler irrationnelle. Ça veut dire ça, finalement. Oui, oui. Et puis on voit bien aussi que il y a l'évolution aussi enfin, j'ai parlé de la science tout à l'heure, mais il y a l'évolution aussi de la science qui bouge tout le temps et qui fait que l'espoir, qui n'était pas un espoir, par exemple, il y a 20 ans pour certaines maladies, aujourd'hui en est un. Bah, il y a l'exemple du sida, Bien sûr, bah, bien sûr. Eh hein, oui, mais bien sûr. une maladie mortelle, dramatique et qui a vraiment décimé énormément de gens, de populations dans le monde entier. On en est maintenant à un traitement qui a transformé la maladie en une maladie chronique. Et là, j'ai entendu que justement, il y a un autre traitement qui va sortir, voilà, avec des injections qui permettraient qu'il n'y ait pas autant de prise de médicaments, etc. Donc, toutes ces évolutions, ça, c'est vraiment de l'espoir quand même. C'est de l'espoir aussi lié à l'esprit humain, à la recherche, à la belle science. Pour moi, c'est ça la belle science, hein. C'est pas simplement être scientiste. C'est celle qui nous fait vraiment avancer, quoi, et qui s'intègre dans un ensemble, enfin, dans un ensemble de prise en charge globale, humaine et aussi qui intègre les droits humains. Parce que moi, comme tu sais, bon, ben voilà, je travaille beaucoup sur ces questions-là et c'est vrai que la question de l'implication des droits humains dans le soin, c'est aussi un chemin d'espoir. Et on le voit dans les consultations avec les femmes aujourd'hui.
à quel point cette dimension de l'autonomie, du respect qu'elles intègrent maintenant comme quelque chose et enfin, du consentement, etc. Enfin, Hmm. que nous, on intègre maintenant aux soins, par exemple, sexologiques, enfin, à la prise en charge sexologique, ou même en prise en charge un peu plus large, hein. Eh bien, ça, c'est aussi euh, un vrai changement déjà, et puis une voie d'espoir aussi pour que ces femmes et ces hommes aussi aillent mieux et aillent mieux ensemble. Parce en ce moment, c'est quand même aussi ça hein, qui se joue, hein. Ce que tu dis là, c'est que tu montres que la notion d'espoir est évolutive, Bien sûr. déjà. Cette notion de médecine intégrative qui favorise la co-création d'un espace justement d'échange est riche, où on construit à plusieurs. Et puis, comme tu dis, les droits humains, en prenant une place qui était nécessaire, ramènent finalement cet espoir d'être traité comme tout le monde et d'être traité humainement. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc, il y a quelque chose de très concret. L'espérance, finalement, demande beaucoup plus de temps pour imaginer que ça se fasse. L'espoir amène quelque chose qui pourrait être beaucoup plus concret, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Aussi que dans l'espoir, il y a une petite graine d'espérance, quand même. Et je pense qu'il y en a dans les deux sens. Ouais. Ouais. Alors, j'aimerais, Joël, et tu l'as montré depuis le début de cette interview, que tu m'expliques la place que pour toi occupe le sourire Ah dans oui. ce qu'on vient de dire. Alors, j'ai vu cette dernière question. Alors, le sourire, bah, c'est une porte qui s'ouvre, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je me représente, voilà, cette porte qui s'ouvre. Alors, elle s'ouvre véritablement au niveau du visage, déjà, au niveau de la bouche, au niveau des dents, voilà. Euh, et c'est aussi un accueil. Alors, j'ai repris ben, il est là d'ailleurs. Il y a un très beau livre de David Le Breton qui s'appelle Sourire, pour ceux qui s'intéressera. Enfin, c'est un anthropologue et qui parle du sourire, mais dans sa dimension. Alors, on pourrait toujours dire le sourire c'est beau, le sourire c'est sympa, etc. Je pense qu'il faut sortir un peu des choses un peu trop, je dirais, j'ai envie de dire gnangnante, mais c'est un peu ça. Il y a aussi la dimension énigmatique du sourire, on le sait bien. Donc, voilà, pour moi, le sourire, c'est paradoxal. C'est pas forcément toujours positif. Ça peut être aussi, voilà, un peu mystérieux et voilà, un peu dérangeant parfois, hein, on sait bien. Le clown, par exemple, a un sourire particulier. Hmm. Souvent, euh, il y a des gens qui détestent les clowns, par exemple, justement à cause de ça, hein. Donc, bon, c'est pour dire que c'est utilisé aussi dans l'iconographie, dans les représentations théâtrales, etc., etc. Donc, voilà. Alors, après, il y a la dimension sympa, accueillante. Il y a la beauté aussi du sourire. Donc, peut-être que c'est cette. Bon, alors, on va être positif, c'est la vision la plus enthousiaste, on va dire, du sourire, c'est la question de la beauté. C'est quelqu'un qui sourit est beau, en général. D'accord, c'est pas mal. C'est une belle image. Tu nous as donné, Joël, pas mal de belles images hein, depuis tout à l'heure. Moi, je dirais qu'on va rester sur celle-là, elle me plaît bien. C'est très intéressant de voir d'ailleurs comment chacun de nous peut être accueillant, peut être parfois dérangé par le sourire, tellement il y a de sens dans ce sourire. Et moi, je me dis toujours, un patient qui sourit, il est vivant. Il est vivant et il nous exprime quelque chose. Il exprime quelque chose, mais dans le lien au patient, c'est à nous qu'il exprime. Donc c'est extrêmement intéressant. Cette porte dont tu parles, qui est importante. Le sourire peut faire tomber des choses. Alors après, il y a le rire. Le rire, c'est autre chose. C'est de l'humour. C'est quelque chose qui va être un langage paradoxal, un langage provocateur. On est bien d'accord.
le sourire est peut-être quelque chose d'encore plus primitif dans ce qui se passe. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit. Il arrive avant d'avoir pu interpréter l'émotion. Donc c'est intéressant de voir pourquoi ce sourire est là. Joël, merci. Nous reparlerons de tout ça ensemble. On va retravailler avec tous ces textes. Merci à toi. Dans ce sujet, dans ce thème. Ben oui, ben oui. J'espère, mon espérance est dans le fait d'avoir été le plus juste au fil de ma pensée, hein. Voilà, c'est un sujet philosophique profond, hein, très profond. Et merci, hein, Pascal, de nous. Ben merci Joël. Et puis tu sais que tu vas être à mes côtés pour animer en fin d'année une conférence où on va publiquement reparler de tous ces textes en faisant venir des intervenants et d'autres. Merci Eh bien, merci à toi, Pascal, et à très bientôt. et à bientôt.